Certains participants au monde de l'art essaient de réduire les contradictions et donc le nombre des exceptions en accordant la théorie avec la pratique. D'autres qui souhaitent ébranler le statu quo privilégient au contraire les exceptions. Pour illustrer ce fait, que l'on songe à cette question combien y a-t-il de grandes ou excellentes ou belles œuvres d'art? Je n'ai pas l'intention de les dénombrer, et d'ailleurs je ne pense pas que ce nombre, si tant est qu'on puisse le calculer, soit important. Mais cette question met en évidence l'influence réciproque des théories esthétiques et de l'organisation des mondes de l'art. En 1975, Bill Arnold organisa une exposition de photographie de Buzz Shaw qui devait se répartir entre 500 autobus new-yorkais, Arnold et Carson. Il voulait présenter des photographies remarquables dans un espace public pour permettre à la bonne photographie d'art contemporaine de rencontrer un public plus large que d'habitude et faire découvrir de nombreux photographes. Les photographies devaient occuper les emplacements réservés d'ordinaire à la publicité, soit 17 photographies par autobus dans des formats variant entre 30 et 50 cm de haut, pour remplir 500 autobus. Il fallait donc 8500 photographies, toutes choisies dans la production récente de photographes contemporains. Y a-t-il vraiment 8500 photographies contemporaines remarquables qui méritent une telle publicité? En s'interrogeant de la sorte, on présuppose l'existence d'un point de vue esthétique et critique, d'où l'on pourrait évaluer les photographies et distinguer celles qui ont une qualité suffisante, sans essayer de préciser la teneur d'une telle perspective esthétique. Imaginons de simplifier ainsi le problème. Supposons que la qualité soit une grandeur mesurable, selon un paramètre unique permettant de classer les photographies. En réalité, les membres compétents du monde de la photographie d'art, même ceux qui appartiennent à un de ces nombreux segments rivaux, retiennent toute une série de paramètres quand ils jugent des photographies. Dans ces conditions, il sera facile de dire si une photographie est meilleure qu'une autre, moins bonne ou de même qualité, mais nous ne saurions toujours pas dire combien méritent d'être présentées au public, combien peuvent être qualifiées de très bonnes, remarquables ou belles, combien seraient dignes d'entrer dans la collection d'un musée ou de figurer dans une histoire de la photographie d'art. Pour porter des jugements de cet ordre, il faut fixer un seuil qui sera forcément arbitraire, même si dans une distribution, par ailleurs, homogène d'éléments, un clivage en un point déterminé permet de faire nettement la différence entre les deux ensembles séparés. L'utilisation de ce clivage comme seuil de sélection ne peut avoir une justification pratique et jamais logique, car il est parfaitement arbitraire. Pourtant, les systèmes esthétiques proposent et légitiment tout le temps des jugements et des partages de ce type. Du reste, le Buzz Shaw déplue fortement au monde de la photographie. L'opération laissait supposer qu'il était parfaitement admissible de tracer une ligne de démarcation là où cela permettait de remplir 500 autobus, et non là où les conventions auraient commandé de la tracer. À en juger par ce qui fait actuellement dans les musées, par ce qui est fait actuellement dans les musées, une exposition des meilleures photographies de la production contemporaine comprendrait 100 à 200 œuvres. Si les systèmes esthétiques autorisent à départager des œuvres d'art dignes d'être exposées ou jouées, et celles qui ne le sont pas, cela aura des répercussions sur les conditions de diffusion des œuvres. Les institutions ont une marge de manœuvre réelle, mais étroite, dans la quantité d'œuvres qu'elles peuvent présenter au public. Les équipements existants, salles de concert, galeries d'art, musées, bibliothèques, ne disposent que d'un espace limité, et les critères de goût actuels réduisent les possibilités d'utilisation de cet espace. Nous n'accepterions plus de voir des peintures accrochées sur toute la surface des murs, du sol au plafond comme on le faisait au salon officiel. Les attentes du public et ses facultés d'attention imposent des limites supplémentaires. On pourrait jouer davantage de musique si le public voulait bien assister à des concerts de 6 heures au lieu de 2, encore que les problèmes financiers que poserait la rémunération des musiciens au tarif actuellement en vigueur rendent la chose impossible de toute manière. On peut toujours accroître la capacité des équipements existants en construisant ou grâce à un meilleur agencement, mais à un moment donné, on ne dispose jamais que d'un certain espace et d'un certain temps, et on ne peut donc présenter qu'un certain nombre d'œuvres. Dans un monde de l'art équipé de la sorte, l'esthétique peut, avec cette définition imaginée plus haut, de la qualité selon un paramètre unique, s'arranger pour faire correspondre le seuil de qualification des œuvres à la capacité d'accueil des équipements. Elle peut fixer la barre assez haut pour que le nombre des œuvres présentées ou distinguées reste en deçà des possibilités existantes. Par exemple, quand un jury décide de ne pas décerner de prix telle ou telle année,
Ou alors elle peut fixer la barre assez bas pour que le nombre des œuvres dignes d'être présentées dépasse les capacités des équipements disponibles. Ces deux dernières situations font naître un doute sur l'efficacité de l'appareil institutionnel du monde, de l'art, sur la validité de son esthétique, ou sur les deux à la fois. Alors des pressions s'exercent en faveur de critères esthétiques assez souples pour permettre de retenir à peu près la quantité d'œuvres que les organismes peuvent accueillir. Réciproquement, les institutions sont poussées à offrir des possibilités de présentation suffisantes pour accueillir toutes les œuvres auxquelles l'esthétique accorde son label de qualité. De son côté, le système de distribution qui a besoin d'œuvres à distribuer pousse à une révision des jugements esthétiques sous la forme de redécouvertes d'œuvres et d'artistes jusque-là peu appréciés. Raymond de Moulin observe que les peintures des grands maîtres et autres œuvres consacrées dont la valeur est incontestée, en entrant de plus en plus dans les musées et les collections particulières, disparaissent du circuit commercial des marchands et des galeries. Elle cite le témoignage d'un marchand français. Il est impossible de faire fortune en vendant des Renoirs si l'on n'appartient pas à une grande dynastie de marchands. Comme on n'en trouve que difficilement, les tableaux encore en circulation atteignent de tels prix que le stock est impossible. Les marchands deviennent alors des intermédiaires entre deux collectionneurs ou entre un collectionneur et un musée. Les redécouvertes sont dues au fait que les choses déjà découvertes ne se trouvent plus. Moulin. Une redécouverte se présente comme une campagne de propagande destinée à attirer l'attention d'acheteurs éventuels sur des artistes dont les œuvres sont encore relativement nombreuses sur le marché et se vendent donc à des prix raisonnables. Raymond de Moulin souligne à cette occasion le rôle joué par les spécialistes du jugement esthétique. La revalorisation de certains styles et de certains genres n'est pas indépendante de l'effort des spécialistes, historiens ou conservateurs de musées. Il y a une involontaire collaboration entre la recherche intellectuelle et les initiatives commerciales dans la redécouverte et le lancement des valeurs artistiques du passé. Le jugement des connaisseurs fait autorité, mais les générations successives de spécialistes n'éclairent pas les mêmes secteurs du passé. Divers facteurs peuvent contribuer au changement d'orientation de leur curiosité. Les aspects mercantiles se situent au niveau des conséquences et non des causes. Les historiens s'éloignent des champs bien déblayés par l'érudition ou, dans l'état actuel de la recherche, les bouleversements de chronologie et d'appréciation sont condamnés à l'échec. Ils sont attirés par les zones d'ombre. Moulin. Des historiens d'art s'avisent ainsi de la valeur de peintres jusque-là négligés, au moment précis où des marchands recherchent ce genre d'œuvre. Raymond de Moulin évoque les expositions consacrées aux amis d'artistes déjà célèbres et cite cet exemple. Kikoïne, né le 31 mai 1892 à Gomel, fit partie du fameux groupe de la galerie Zborowski, dont Crémeigne et lui étaient à l'époque les plus cotés. Depuis lors, les autres membres du groupe Modigliani, Pasquin, Soutine sont morts et leurs tableaux ne se trouvent plus qu'à des prix très élevés. La galerie Romanet consacrera de grandes expositions aux deux survivants. La première à Kikoïne au début de juin, la seconde à Crémeigne pendant la saison 1957-58. Extrait de Connaissance des arts, cité par Moulin. Un autre moyen d'ajuster approximativement la quantité d'œuvres jugées intéressantes ou valables à la capacité du système de distribution consiste pour les artistes à s'orienter vers des œuvres pour lesquelles il y a de la place, en se détournant des disciplines et des genres où il y a saturation, dans la mesure où les systèmes esthétiques modifient leurs critères pour homologuer la quantité d'œuvres que les mécanismes de distribution d'un monde de l'art peuvent accueillir. Même les plus exigeants d'entre eux, ceux qui établissent une démarcation stricte entre ce qui est de l'art et ce qui n'en est pas, deviennent trop relativistes dans la pratique pour ne pas trahir cette visée ambitieuse. Quand de nouveaux styles font leur apparition, ils disputent aux autres l'espace disponible, notamment en proposant de nouveaux critères selon lesquels leurs œuvres méritent d'être présentées dans les structures existantes. Ils peuvent aussi donner naissance à de nouveaux espaces tels que celui du bus show. En fait, les yeux différents ne remplissent pas tout à fait la fonction qu'on leur assigne. Les lieux différents. Le bus show présentait le grave inconvénient de ne pouvoir contribuer à la réputation d'aucun artiste. Comme personne ne savait où se trouvait à un moment donné l'autobus qui abritait les œuvres de tel ou tel photographe, les critiques ne pouvaient pas en rendre compte à moins de les découvrir par hasard. Et même les amis et les confrères des artistes ne purent voir leurs œuvres. Les mondes de l'art n'ont pas tous la même faculté d'accroître aisément le nombre des œuvres mises à la portée du public.
dans les espaces habituels. Les bibliothèques modernes, mais pas les librairies humaines, accueillent assez facilement d'énormes quantités d'imprimés. De même, d'innombrables œuvres musicales peuvent être diffusées sous forme d'enregistrement, mais les concerts et récitals offrent si peu de débouchés que des musiciens en arrivent à destiner leur composition uniquement au disque, au point d'utiliser des effets impossibles à obtenir autrement qu'en studio, avec un matériel complexe. La théorie esthétique institutionnelle, un exemple. En centrant ce livre sur des questions d'organisation sociale, nous ne cherchons pas à élaborer une théorie esthétique fondée sur la sociologie. Eu égard à ce qui précède, on comprend bien qu'il serait vain de tenter d'élaborer une esthétique dans le monde de la sociologie, car seules les esthétiques en prise sur les activités des mondes de l'art sont susceptibles d'y exercer une influence. Le livre du sociologue Herbert Gans, 1974, représente une tentative intéressante pour élaborer une esthétique, traitant avant tout de la valeur des œuvres produites par et pour les médias. Paradoxalement, un certain nombre de philosophes ont proposé une théorie qui, sans être sociologique, fait une assez large place aux considérations de ce type pour nous permettre d'imaginer ce que pourrait être une approche proprement sociologique. Cette théorie esthétique, dite institutionnelle, peut servir à illustrer le phénomène évoqué plus haut, à savoir la création d'une nouvelle esthétique destinée à rendre compte d'œuvres que le monde de l'art a déjà homologuées. Aussi paradoxalement peut-être, une conception ouvertement sociologique du monde de l'art permet de résoudre certains des problèmes que pose cette théorie, comme je me propose de le montrer en faisant ce détour. Donat propose une interprétation sociologique plus abstraite de la théorie. De l'analyse qui précède, il ressort que de nouvelles théories destinées à remplacer, prolonger ou modifier celles qui existaient déjà voient le jour quand les théories anciennes ne parviennent pas à rendre bien compte des qualités d'une œuvre favorablement accueillie par les membres qualifiés du monde de l'art. Lorsqu'une esthétique ne peut établir la légitimité de ce qui est déjà légitimé, de quelque autre façon, quelqu'un échafaude une autre théorie plus adéquate. Ce que je dis là doit s'entendre comme un pseudo-récit, inscrivant dans une narration linéaire des relations qui ne sont peut-être pas faites jour, qui n'ont peut-être pas fait jour exactement de cette manière. Ainsi, pour présenter les choses assez sommairement, le jugement porté sur les œuvres d'art plastique s'est fondé pendant longtemps sur une théorie qui prescrivait à ces arts d'imiter la nature. Vint le moment où cette théorie devint impuissante à éclairer de nouvelles œuvres pourtant estimées. Ainsi, des meules de foin et des cathédrales de Monet, même lorsqu'on voulait y voir des tentatives pour saisir les relations entre la lumière et la couleur. Une théorie expressive de l'art a situé ensuite la qualité des œuvres dans leur capacité à exprimer les émotions, les idées, le tempérament de leurs auteurs. Il fallut encore remanier ou remplacer cette esthétique pour aborder l'abstraction géométrique, la peinture gestuelle et toutes les œuvres qui échappaient à son champ d'application. De la même manière, ni ces théories ni leur analogue ne pourraient nous apprendre grand-chose sur la musique aléatoire. La théorie institutionnelle vise à résoudre les problèmes soulevés par les œuvres qui offensent le sens commun, aussi bien que les sensibilités raffinées, en ne laissant apparaître aucune trace de l'intervention de l'artiste, ni dans leur conception, ni dans leur réalisation matérielle. Les tenants de la théorie institutionnelle s'intéressent à des œuvres comme l'Urinoir ou la Pelle à neige exposée par Marcel Duchamp, qui ne devait apparemment qu'à la signature de Duchamp de passer pour de l'art, ou les caisses de Brilot, exposées par Andy Warhol. Le sens commun objecte que n'importe qui aurait pu réaliser ces œuvres, qu'elles n'ont exigé aucun savoir-faire ni aucune sensibilité artistique, qu'elles n'imitent pas la réalité puisqu'elles en proviennent directement, et qu'elles n'expriment rien d'intéressant parce qu'elles ne sont jamais que des objets banals. Les critiques de gens plus raffinés sont assez semblables. Pourtant, ces œuvres ont acquis un immense renom dans le monde des arts plastiques contemporains et fait de nombreuses émules. Les esthéticiens, placés devant le fait accompli, ont élaboré une théorie qui situait le caractère artistique et la qualité de l'œuvre hors de l'objet proprement dit. Cette qualité, il fallait la chercher désormais dans le rapport des objets, avec un monde de l'art donné, avec les structures institutionnelles dans lesquelles s'insérait la production, la distribution, l'appréciation et l'exégèse de l'art. Arthur Danto et Georges Dickey ont formulé les propositions les plus importantes de la théorie institutionnelle. Danto s'est penché sur l'essence de l'art,
sur ce qui, dans le rapport d'un objet avec un monde de l'art, faisait ressortir cet objet à l'art. Dans un énoncé célèbre de ce problème, il déclarait notamment: pour considérer une chose comme de l'art, il faut quelque chose que le regard ne peut discerner, un environnement de théorie artistique, une connaissance de l'histoire de l'art, un monde de l'art, Danto. La théorie d'où est issue l'idée de réaliser la caisse de Brillo, les relations entre cette idée et autres réflexions de ce qui fait que des œuvres d'art sont bien de l'art, et son rapport avec les autres objets que ces œuvres ont inspirés, tout cela forme un contexte où la caisse de Brillo et l'objet caisse en soi deviennent de l'art, parce que tel est le sens qu'ils y prennent. Ou, pour présenter les choses autrement, dès l'instant où une chose est considérée comme une œuvre d'art, elle devient l'objet d'une interprétation. C'est à cela qu'elle doit exister en tant qu'œuvre d'art. Et quand la qualité d'art lui est déniée, elle se dépouille de son interprétation pour devenir simplement une chose. L'interprétation est, dans une certaine mesure, fonction du contexte artistique de l'œuvre. Elle revêt une signification différente selon sa situation dans l'histoire de l'art, ses antécédents, etc. En tant qu'œuvre d'art, elle acquiert finalement une structure qu'un objet parfaitement semblable et tout bonnement impropre à assumer si c'est un objet réel. L'art existe dans un environnement d'interprétation, de sorte qu'une œuvre d'art est un support de l'interprétation, Danto. Dickey fait porter son attention sur les formes et les mécanismes organisationnels. Pour lui, une œuvre d'art, au sens taxinomique, est 1. Un objet fabriqué, 2. Un objet de ses aspects qui lui a conféré un titre à l'appréciation d'une ou plusieurs personnes qui agissent au nom d'une certaine institution sociale, le monde de l'art, dit qui. Une série de publications copieuses et intéressantes sont venues se greffer sur ce point de vue pour le critiquer et le développer. Cohen, Sclafani, Blizek, Danto, Mitya, Sivers. Soit dit entre parenthèses, les sociologues trouveront un air de famille à la théorie institutionnelle de l'art et aux diverses théories sociologiques qui prennent pour objet la façon dont les définitions sociales sont créatrices de réalité. Par exemple, la théorie dite de l'étiquetage de la déviance, Becker. Car toutes rapportent les caractères de leur objet d'étude à la façon dont le définissent des gens agissant collectivement.